Bonjour à vous. Merci d'emblée à Anaïs qui m'a proposé cette causerie autour de 3 contextes, 3 situations d'exposition à la nourriture et auxquelles Anaïs est confrontée et a dû réfléchir et trouver la meilleure des réponses comportementales, équilibre de pensée, d'émotions, de manière à rester dans son centre, centré, aligné. Ainsi, Anaïs me demande comment gérer telle situation où, après avoir gardé le chat de sa voisine lui a offert de la nourriture et Anaïs étant dans une démarche de relation conscience à elle-même et à sa nourriture et à ce qu'elle peut prendre en termes d'alimentation, eh bien, était confrontée à cette situation tout récemment avec bien évidemment un certain malaise parce que plus d'accumuler de la nourriture chez elle, plus d'être exposée à cette nourriture et plus d'avoir envie de la manger tout simplement. Ainsi, dans ce premier cas de figure, comment refuser ou accepter de la nourriture en échange d'un service rendu, de manière à rester aligné avec soi-même. Autrement dit, ne pas se sentir déstabilisé au point de systématiquement manger cette nourriture alors qu'il n'y en a pas forcément envie et encore moins forcément faim, mais aussi de manière à ne pas vexer la personne qui offre en service rendu, en retour d'un service rendu, une quelconque nourriture, dans l'idée bien sûr de faire plaisir et de remercier. Alors tout simplement, c'est très simple, il me semble qu'il est facile d'accepter cette nourriture dans le souci de faire plaisir à cette personne qui souhaite faire plaisir en offrant cette nourriture, mais qu'il n'est absolument pas forcément question de la consommer. Il n'est absolument pas forcément question de devoir faire honneur à cette nourriture. Quelle que soit cette nourriture, il suffit simplement de la donner. Il suffit de la partager. Il suffit de l'offrir à son tour. Et tout va bien, il me semble. Il est aussi tout à fait possible d'offrir cette nourriture aux nécessiteux, à la personne sans domicile fixe dans la rue, si tant est qu'elle accepte bien sûr, puisque vous avez certainement fait l'expérience de ces personnes sans domicile fixe qui préfèrent de l'argent plutôt qu'un sandwich. Mais après, cela ne nous appartient plus. Deuxième cas de figure, Anaïs, qui se pose la question de comment gérer ce qui a concerné absolument tout le monde et situation à laquelle tout le monde a été confronté au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire de laisser de la nourriture dans son assiette parce que vous n'avez plus faim, sans culpabiliser parce que forcément cette nourriture a de très fortes chances de terminer à la poubelle. Comment ne pas culpabiliser ? Eh bien, je dirais qu'il suffit d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, et de remplir son assiette, ou de se la laisser remplir par la personne qui sert, mais à hauteur de sa véritable faim. Et puis, si l'assiette n'est pas terminée quand vous n'avez plus faim, dans cette démarche dynamique de manger moins, de manger mieux, ou peut-être de manger plus, de manger mieux parce que votre rapport poids-taille le demande. Au regard de cette récente vidéo sur comment et pourquoi prendre du poids, si vous ne l'aviez pas déjà vue, eh bien s'il vous reste de la nourriture, il suffit peut-être aussi de la partager avec le frère, la sœur, peut-être l'ami, si c'est envisageable dans cette relation plus intimiste que de partager cette nourriture qui a été touchée par la fourchette qui elle-même est allée jusque dans votre bouche.
et ainsi il n'y a pas forcément lieu à culpabiliser. Et puis, si vous étiez tout seul, toute seule devant votre assiette et qu'il vous en reste, rien ne vous empêche de la garder, lyophiliser dans votre frigo pour le prochain repas. Ou peut-être aussi, c'est une option, tout simplement dans la posture, l'intention, l'attitude avec vous-même, de cultiver le détachement, et bien tout simplement d'offrir cette nourriture à la terre. Comment? Avec le compost dans votre jardin. Parce que vous vous consacrez à cultiver aussi, pas forcément des légumes, mais aussi cultiver des fleurs, et que le compost sert aussi à cultiver les fleurs. Et peut-être même à stocker dans un petit seau cette nourriture et l'offrir aux poules, aux lapins, aux paysans du coin, etc., etc. Il y a toujours une solution quelque part. Troisième cas de figure, Anaïs qui dit comment gérer le fait d'avoir plaisir, envie, plaisir de manger ces sains petits choux Bruxelles bio qui pourtant ne passent pas au niveau de l'estomac, du corps. Et bien tout simplement d'écouter le corps. Écoutez le corps. Le corps vous indique, à partir du moment où vous êtes à l'écoute de lui, au regard des sensations, émotions, impressions, physiques, mentales, émotionnelles, que le corps exprime, si le corps est open pour recevoir telle nourriture. Je vous renvoie, si vous ne l'aviez pas vu et mieux que vu, étudié, exploré, appliqué, cette vidéo autour de la nourriture en conscience qui génère le bonheur. Nourriture en conscience qui génère le bonheur et non pas d'arrêter de manger. Même si le plaisir de manger pose un voile sur la joie d'être, à partir du moment où manger est plus mécanique, automatique, systématique, voire compensatoire, et donc dans le non-respect du corps, des besoins du corps, donc la faim physique du corps, et dans la non-écoute de ses besoins, et donc en rapport à soi, à son corps, à son estomac et à son assiette, de façon beaucoup moins consciente, voire inconsciente. Alors à ces trois cas de figure très simples, très fréquemment rencontrés chez la majeure partie d'entre nous, j'aimerais rajouter ce troisième cas de figure qui m'a été rapporté cette semaine d'une personne qui vient de terminer son processus pranique 21 jours, pause alimentaire de 21 jours, et qui a poursuivi quelques jours au-delà de ces 21 jours pour se retrouver animatrice de formation professionnelle, animatrice de stage en développement personnel, animatrice d'une session en déploiement spirituel, donc session en 3 dynamiques en une, formation professionnelle, développement personnel, déploiement spirituel, et qui, dans la tradition familiale la concernant, et l'appliquant dans sa dynamique professionnelle, d'accueillir des groupes, et bien systématiquement, a priori, de les accueillir avec thé, tisane, mais aussi avec les fameuses chouquettes. Et cette personne se reconnaîtra bien sûr. Petite douceur, sucrerie pour accueillir ces groupes en stage. Et cette personne qui était en pause alimentaire, alignée, expansée, imprégnée du matériau lumière, photon, prana, et donc bien avec elle-même, s'est vue très rapidement dans la première matinée et les matinées qui ont suivi sur ce stage de 5 ou 6 jours avec ce groupe, s'est vue désalignée, déstabilisée par la présence, la vue, l'odeur de ces chouquettes, mais aussi des stagiaires qui les mangeaient, et pour finir par en manger aussi, à son grand regret, et ainsi de m'exposer cette situation. Comment auriez-vous géré vous-même
à partir du moment où d'être en accord avec vous-même était de ne pas manger ces sucreries, ces douceurs. Et j'insiste sur le terme sucrerie, douceur. Comment auriez-vous géré? Il me semble que, au travers de ces 4 situations, il est question de s'affirmer, de prendre sa place, au regard de ce que vous souhaitez de mieux pour vous, au regard de ce que votre corps et de la faim du corps qu'il vous exprime ou qui ne vous exprime pas, et bien que vous répondiez à cela. Et qui dit affirmation de soi dit liberté, déconditionner des schémas de croyance, limitants, désalignants. Ainsi, qu'est-ce que nous pourrions mettre en avant de facteurs favorisants de ces désalignements qui font prendre les choux Bruxelles bio alors que le corps n'en a pas besoin, n'en a pas envie, qui font ne pas refuser de la nourriture, ou qui font prendre de la nourriture et la consommer plutôt que de l'offrir, de la partager, qui fait que de laisser un peu de nourriture dans son assiette peut être culpabilisant. Moi qui, dans mon enfance, a connu cette mère qui disait qu'il ne fallait pas laisser la nourriture dans l'assiette, il ne fallait pas la jeter dans la poubelle, qu'il ne fallait pas gaspiller, et donc qui nous poussait à terminer, à manger au-delà de notre faim, quand bien même nous n'avions plus faim, et qui allait jusqu'à dire « fais-moi plaisir, termine ton assiette ». Eh bien, vous avez déjà là des réponses possibles à ces mécanismes qui se jouent de nous, à notre insu, parce que nous ne sommes pas présents, parce que nous ne sommes pas véritablement conscients dans cette relation à la nourriture. Il y a bien sûr ces diktats intérieurs, c'est-à-dire de se soucier de ce que l'autre va penser de nous parce que nous n'allons pas dans son sens. Quelqu'un vous offre de la nourriture, vous n'osez pas refuser tout simplement parce que vous avez peur qu'il pense telle et telle chose de vous, qu'il se détourne de vous, qu'il vous trouve mal élevé peut-être. Au regard de cette situation qui est tout à fait ce qu'elle est, et pas forcément interprétée dans ce qu'on appelle un biais cognitif par cette même personne, celle-là même qui vous a offert de la nourriture. Vous refusez de la nourriture, pourquoi devrait-elle mal vous juger? Pourquoi devrait-elle mal vous considérer? Cela relève d'une affaire personnelle et avant tout de comment nous considérons la situation, comment nous voyons cette situation, avec quel filtre, quelles lunettes intérieures, les lunettes de l'esprit, qu'on appelle diktat intérieur. Deuxième explication possible, quand je disais que ma mère nous invitait à terminer l'assiette pour faire plaisir, eh bien cela correspond à ce qu'on appelle les injonctions parentales. Si vous entendez le chien aboyer, c'est le paysan dans ce hameau du Cantal, à 1200 mètres d'altitude, qui vient d'amener ses vaches au champ et qui revient à la ferme, comme tous les matins à 5 heures du matin. Eh bien, ces injonctions parentales peuvent largement, et nous conditionnent largement, à nous désaligner dans notre relation consciente à nous-mêmes, à la nourriture et à autrui. Ces injonctions parentales étant « sois fort, fais vite, tais-toi, sois efficace, sois gentil, fais plaisir, ne pleure pas, t'es fort, sois un homme, etc., etc. » Ainsi, cette formatrice, cette accompagnatrice de groupe n'a pas osé entendre, n'a pas osé répondre à ce qu'elle entendait en elle-même, sa petite voix lui disant, quand elle a commencé à se sentir désalignée, perturbée par la vue de ces chouquettes qu'elle-même avait apportées et qu'elle apportait tous les matins. Il aurait suffi qu'elle les apporte le premier jour et peut-être que le groupe lui-même en apporte ou n'en apporte pas les autres jours, peu importe. L'accueil étant surtout le premier jour et
qui dit accueillir ne dit pas forcément accueillir avec de la nourriture, mais accueillir avec un sourire, avec une réelle présence, avec un cœur ouvert, avec du thé, de la tisane, et c'était déjà beaucoup. Ainsi, cette même personne a non pas répondu à cette croyance que ça ne se faisait pas d'arriver les mains vides dans un espace local, salle, où elle-même recevait du monde, un groupe en formation, en stage, en séminaire, en retraite, mais que derrière cela, il y avait une injonction peut-être parentale, c'est-à-dire sois gentil, sois généreuse et offre à manger à tes invités, à tes stagiaires, à tes clients, à tes patients que tu vas voir à l'hôpital, à ta famille que tu rends visite, à tes amis que tu reçois. Cela relève peut-être d'une injonction parentale. Mais nous pourrions, troisième explication possible à ces relations désalignées, désalignantes à la nourriture et à autrui, qui fait manger au-delà de ce que le corps, l'estomac, indique comme véritable faim. Troisième explication possible, c'est qu'en étant gentil, chez l'enfant, nous le savons tous, il y a souvent la peur, en n'étant pas gentil, de ne pas être reconnu par le parent, de ne pas se sentir aimé par le parent, de ne pas se sentir sécurisé par le parent. Et donc, qui dit être sécurisé, dit ne pas se sentir abandonné dans l'insécurité que constitue la non-aimance, la non-reconnaissance, le sentiment de ne pas se sentir exister. Cela m'évoque une ancienne connaissance qui, quand vous alliez chez elle, systématiquement, vous ne pouviez pas repartir les mains vides. Parce qu'elle était plus que généreuse, cette ancienne aide-soignante qui véritablement était bien plus qu'une aide-soignante pour ses patients dans cette clinique chirurgicale de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, puisqu'elle était, on peut le dire, une maman. Et qu'en réalité, elle qui avait un diabète non insulinodépendant, un diabète de type 2, eh bien, passait aussi ses journées à grignoter, à manger, parce que c'était une façon aussi de se remplir, de ne pas contacter ce vide avec elle-même, dans le fait de ne pas se sentir exister, de ne pas se sentir reconnue par elle-même dans sa relation initiale à ses parents en tant qu'enfant, et qu'elle avait déplacé tout cela dans une version professionnelle, mais aussi compensatrice par le professionnel dans la relation au patient, afin de pseudo-équilibrer ses manques, ses besoins en tant que petite fille, d'amour, de sécurité, de reconnaissance, d'existence. Ainsi, trois explications possibles, trois niveaux d'explication possibles à une relation biaisée à nous-mêmes, à autrui, à la nourriture, basée sur des schémas de croyances erronés. Si je ne réponds pas à l'invitation, il ne m'invitera plus. Si je ne mange pas ce qu'on m'offre, je vais paraître pour un goujat, je vais paraître pour un malpoli. Peut-être, c'est ce que l'adulte dit. Mais en l'adulte, derrière l'adulte, au plus profond de l'adulte, il y a toujours l'enfant que nous avons été, qui est toujours là et qui sera jusqu'à notre dernier jour, dernier souffle, à présent avec nous-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. Et que peut-être cet enfant vous parle et vous demande non pas de la nourriture, en tout cas conventionnelle, celle que l'on mange tous les jours dans son assiette. Car l'enfant intérieur, qui est toujours présent, peut-être réclame de la sécurité, de l'amour, de se sentir reconnu, de se sentir exister. Ainsi, tout cela de contribuer à l'estime de soi,
et cette estime de soi contribuant immensément à la capacité à prendre sa place, à s'affirmer, et autant à dire non qu'à dire oui, à partir du moment où cela répond de façon juste à vos propres besoins, et non pas aux besoins de l'autre, dont ses propres casseroles lui appartiennent, nos propres casseroles relevant de notre autoresponsabilisation à déployer le meilleur de nous-mêmes, en phase avec nous-mêmes, dans le respect de nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire écraser l'autre, se situer au-dessus de l'autre, lui imposer quoi que ce soit, le convaincre de quoi que ce soit, vouloir le changer à notre image, absolument pas, et ce qui ne veut pas dire non plus se soumettre et se placer en dessous de l'autre, en termes de pseudo-affirmation. L'affirmation véritable étant d'écouter ses propres besoins, dans le respect de soi, dans le respect d'autrui, mais aussi dans le respect de son estomac. Merci à Anaïs, merci à cette deuxième personne avec sa confrontation assez chouquette. Et je vous dis à très bientôt.